Salut tout le monde! Eh ben ça y est, c'est bon, on y est. Je fais du distro hopping depuis que cette chaîne existe et je le fais depuis le début dans l'optique de réaliser un classement, afin de définir la meilleure distribution Linux selon moi, ma recommandation absolue pour le grand public. Et ça m'a pris du temps, des années même, mais ça y est, j'ai terminé mon tour d'horizon. Alors il y a des distributions qui risquent de manquer, parce que de toute façon il y en a vraiment beaucoup, la liste est très longue, mais j'estime avoir fait un tour assez exhaustif pour pouvoir vous donner un classement correct. Avant de commencer, il y a des distributions que j'ai choisi de ne pas tester, ou en tout cas de ne pas inclure dans ce classement. C'est notamment le cas de distributions orientées gaming, comme Bazzite, Chimera OS ou encore SteamOS, qui sont en soi des distributions GNU Linux, mais qui sont vraiment pensées, optimisées pour le jeu vidéo et pas tellement pour un usage quotidien, genre de la bureautique. Il y a une exception à ça, mais j'y reviendrai pendant le classement. Il y a aussi des distributions que j'ai choisi de pas tester parce que mon cadrage, c'est l'accessibilité pour toutes et tous, donc pour le grand public, et que certaines distributions Linux ne sont juste pas faites pour ça. C'est le cas notamment de Debian, d'Arch Linux, de Gentoo ou encore de NixOS, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas faites pour moi, et par extension, pas faites pour un usage plus grand public. Ensuite, il y a des distributions que j'ai voulu tester, mais que je n'ai pas réussi à faire marcher, soit parce qu'elles n'ont tout simplement pas démarré, soit parce que j'ai rencontré de gros problèmes que je n'ai pas réussi à régler au premier démarrage. C'est le cas de Tuxedo OS, avec laquelle j'ai rencontré plein de problèmes d'utilisation, avec entre autres choses des utilitaires importants qui n'étaient pas traduits en français. d'OpenSUSE, ouais, je suis désolé, je voulais vraiment l'inclure, mais elle persiste à ne pas vouloir reconnaître la carte son de mon PC, et je ne peux pas utiliser mon PC si j'ai pas de son. De Nobara, qui était complètement pété au démarrage, elle voulait pas se connecter à internet, et après le premier redémarrage, elle ne voulait tout simplement plus booter. Et de PikaOS, que j'ai réussi à faire démarrer, mais à laquelle je n'ai jamais réussi à me connecter, malgré plusieurs tentatives et réinstallations. Bon, vous noterez qu'à part pour OpenSUSE, on n'est pas sur les distributions Linux les plus plébiscitées au monde. Petite note, j'inclus toutes les variantes d'une distribution et je ne les sépare pas. Donc par exemple, si Ubuntu est dans le classement, ça inclut aussi Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu Mate ou autre. Même si les variantes ne sont pas toujours gérées par les mêmes équipes que la version principale, elles viennent quand même avec le même cahier des charges, donc j'estime ça plutôt normal de les réunir. Et petite note 2, contrairement à beaucoup de classements ou tier listes que vous pouvez trouver sur ce sujet sur internet, celui-ci se base non pas sur une utilisation rapide de quelques minutes en machine virtuelle de la distribution, mais bien sur des tests longue durée en conditions réelles. L'intégralité des distributions qui sont dans ce classement ont été testées sur un de mes 2 ordinateurs de travail et je les ai utilisées concrètement au quotidien pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est pas pour me faire mousser ou pour dire que les autres sont nuls bien sûr, c'est simplement pour dire que tu ne peux pas recommander ou ne pas recommander une distribution si tu n'en as pas fait un test approfondi afin d'éviter d'envoyer les nouveaux usagers dans un traquenard ou de leur donner un a priori négatif pour rien. Et maintenant que tout ça a été dit, commençons. Et on commence ce classement par des distributions qui ne figurent pas dans le top 10, mais dont je veux parler quand même. La première, c'est MX Linux. C'est une distribution basée sur Debian et l'environnement de bureau XFCE. Elle est stable, elle est simple à maintenir, elle fonctionne bien par défaut. Le problème, c'est que déjà, c'est une distribution à gestionnaire de paquets, donc faut passer par un utilitaire vraiment pas beau du tout pour installer des logiciels. Et ensuite, le bureau XFCE, je le déteste pas, mais il peut vraiment être chiant à configurer. Ça ne l'aurait absolument pas empêché de se trouver dans le top 10 si la mise à niveau de la distribution ne nécessitait pas une réinstallation complète du système tous les 2 ans environ. Ça, c'est un énorme non. La seconde mention honorable, c'est OpenMandriva, une distribution française et l'un des 2 descendants de Mandriva, l'une des toutes premières distributions Linux grand public à avoir été lancée avant même Ubuntu. Elle utilise une base indépendante et l'environnement de bureau KDE. Elle est stable et s'utilise sans trop de soucis, sauf que l'installation de logiciels passe là aussi par des gestionnaires de paquets. On vous en propose plusieurs sans vraiment vous expliquer lequel est le bon, les mises à jour passent par un utilitaire qui ouvre en fait un terminal, mais surtout, très gros problème, il y a 0 notification de mise à jour. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est le meilleur moyen d'oublier de maintenir son système. La troisième mention honorable, c'est Fedora. Une distribution que j'ai longtemps adorée mais que je ne peux pas décemment recommander à un usage grand public.
Elle est stable, elle dispose de mises à jour automatiques qui se font graphiquement. Contrairement aux deux précédentes, on installe les logiciels via un App Store, mais c'est aussi une distribution qui est incomplète par défaut. Il manque certains composants propriétaires et ça nécessite d'ouvrir un terminal pour la configurer. Aussi, elle est mise à niveau tous les 6 mois et je vous déconseille très fortement de mettre à niveau Fedora dès la sortie d'une nouvelle version, car elles sont souvent pleines de bugs. Et ça, c'est sans compter le problème que ça pose d'avoir Red Hat derrière elle, une entreprise qui ne s'est pas montrée méga digne de confiance depuis qu'elle a été reprise par IBM. La quatrième mention honorable, c'est Manjaro, une distribution qui ne s'utilise pas trop mal en soi, elle a des mises à jour graphiques, elle a un App Store, mais elle a aussi quelques petits soucis d'ergonomie, et surtout, elle a une grosse réputation d'instabilité, qui est quand même assez communément partagée. Au point qu'en ce moment, la communauté est en train d'essayer de faire un putsch pour essayer d'en retirer le contrôle des mains de son entreprise. Tant que la situation ne s'est pas stabilisée, je ne peux pas l'inclure dans le top. Et enfin, la dernière mention honorable, c'est PopOS, une distribution qui vient avec son propre environnement de bureau, Cosmic, qui est encore beaucoup trop récent et souffre donc d'un très grand nombre de bugs, la rendant assez relou à utiliser au quotidien. Elle pourrait bien remonter dans le classement à l'avenir, mais elle n'est pas du tout recommandable aujourd'hui. Les mentions honorables, c'est fait, maintenant on rentre dans le top 10. Toutes les distributions du top 10 sont relativement utilisables et fonctionnelles, mais le niveau d'accessibilité et le nombre de problèmes rencontrés variera fortement. Ultramarine Linux est une distribution basée sur Fedora, dont la variante recommandée utilise le bureau Budgie. Elle se veut une version plus accessible que Fedora pour les nouveaux utilisateurs, vient avec tous les utilitaires de base nécessaires et reprend une ergonomie ressemblant pas mal à celle de Windows 11, mais simplifiée, bureau Budgie oblige. Elle est très stable et super facile à maintenir, elle a beaucoup de logiciels disponibles et elle s'utilise correctement en étant simple à appréhender. Si elle n'est que 10e, c'est parce qu'elle manque un peu de finition. Il y a pas mal de petites bizarreries ergonomiques et aussi des trucs qui partent d'une bonne intention mais sont mal exécutés. Par exemple, vous créez votre profil au premier démarrage, ça c'est bien, sauf que ce premier lancement ne respecte pas votre disposition clavier. Donc quand vous définissez votre mot de passe, vous le faites avec un clavier QWERTY. Je vois déjà venir les gens qui vont définir leur mot de passe et ensuite ne pas comprendre pourquoi ça marche pas. Ça reste une bonne distribution pour les débutants, mais l'accumulation de petits problèmes peut la rendre un peu relou au quotidien. Debian Facile ne se présente pas comme une distribution, mais plutôt comme une surcouche de Debian visant à en simplifier l'utilisation. Mais bon, dans la mesure où elle vient avec ses propres ISO d'installation, son propre environnement de bureau et ses propres outils d'accueil et d'aide, on peut, de mon point de vue, la considérer comme une distribution à part entière. C'est là aussi un projet associatif français, donc vous avez une communauté française pour vous aider en cas de pépin, ce qui est quand même un gros plus. On est sur une distribution assez incassable, super complète par défaut, qui dispose de mises à jour graphiques et d'un véritable App Store pour télécharger les logiciels facilement et proprement. Son ergonomie est donc plutôt bonne, mais un peu limitée par l'utilisation de l'environnement de bureau XFCE, qui, comme je l'ai dit avec MX Linux, peut être un peu austère à utiliser, notamment quand vous essayez de vous y retrouver dans les paramètres. Définir les applications par défaut, notamment, peut vite devenir un calvaire. Toutefois, le vrai gros défaut de Debian Facile, c'est les mises à niveau basées sur celles de Debian. Debian Facile ne possède pas d'utilitaire graphique pour la mise à niveau, ça se fait en passant par le terminal et en suivant les tutos mis à disposition par l'association. Pas le plus pratique et le plus accessible en somme, c'est toutefois une distribution qui fait ce qu'elle veut faire plutôt bien, ce qui explique sa 9e place. Et oui, seulement 8e, oui. Zorin OS est un système d'exploitation basé sur Ubuntu, et indirectement sur Debian, qui se revendique un peu comme la super alternative moderne à Mac et à Windows que tout le monde peut installer et prendre en main super facilement. Elle a pour avantage d'être plutôt stable, d'être très complète par défaut, de disposer de mises à jour graphiques et de permettre par défaut l'accès à une très importante Logitech au sein d'un App Store facile à appréhender. Mais pour moi, Zorin OS a pas mal de problèmes. Un peu le même genre de problème qu'Ultramarine Linux, même si je la trouve quand même bien plus utilisable au quotidien.
Il y a pas mal de petites bizarreries et absurdités ergonomiques, comme le fait que le bouton pour mettre en veille le système est ici, tout au fond, ça n'a aucun sens. Ou le fait que le bouton de démarrage ouvre le menu de GNOME et pas le menu de démarrage, ça n'a aucun sens non plus. Ça s'explique par le fait que l'environnement de bureau de Zorin, c'est du GNOME, mais avec plein d'extensions. Extensions dont la configuration peut être un peu mal gérée. Et le deuxième gros problème de Zorin, c'est qu'il compte beaucoup trop sur les Flatpak. En fait, Zorin est basé à chaque fois sur une assez vieille version d'Ubuntu, ce qui fait que les logiciels dans ses dépôts sont certes très nombreux, mais aussi très datés. Vous pouvez avoir des logiciels vieux de plus de 2 ans. Genre là, par exemple, ZorinOS 18 se base sur Ubuntu 24.04, une version d'Ubuntu vieille de 2 ans. Donc les logiciels dans les dépôts ont pour la plupart plus de 2 ans. Et Zorin compense ça, d'abord en proposant plein de formats d'applications différents, ce qui peut être bien en soi mais rend le truc moins intuitif, et aussi en se reposant beaucoup sur les Flatpak, qui sont par nature moins stables que les paquets système classiques. Enfin, l'autre problème qui me dérange avec Zorin, c'est que désormais, le navigateur internet par défaut, c'est plus Firefox, mais Brave. Et je suis vraiment pas du tout fan de Brave. Tout le côté crypto-bro, IA, pratique entrepreneuriale douteuse et opinion politique bien rance du mec qui dirige, ouais, non, c'est vraiment pas le choix que j'aurais fait. Malgré tout, ça reste une distribution qui s'utilise, qu'un débutant peut prendre en main relativement facilement, et elle termine donc 8ème. Mageia est une distribution Linux française gérée par une association de loi 1901, et c'est l'autre descendante directe de Mandriva. C'est une distribution dont je suis très fan du mode de gestion, qui se veut assez démocratique, sans compter le fait qu'elle n'est basée ni sur Debian, ni sur Arch, ni sur Fedora, mais possède sa propre base GNU Linux indépendante. Elle vient avec plein d'environnements de bureau, que vous pouvez même installer les uns à côté des autres sans aucun souci. Mais l'environnement recommandé, c'est quand même plutôt KDE. Ça en fait une distribution stable, complète et très facile à maintenir, notamment avec son panneau de configuration qui permet une gestion simplifiée. J'aurais vraiment beaucoup aimé mettre Mageia plus haut, mais malheureusement elle souffre de 2 gros défauts assez rébarbatifs. Le premier, c'est que tout comme OpenMandriva, l'installation de logiciels passe par un gestionnaire de paquets. Pour une personne qui débute, c'est vraiment pas facile à appréhender. Mais ce ne serait pas un souci s'il y avait beaucoup de logiciels. Or, son deuxième gros défaut, c'est que les dépôts logiciels manquent de plein de trucs utiles, et que la distribution n'intègre pas la Logitech du FlatHub par défaut. Donc de base, ça manque vraiment de plein de logiciels. Si vous pouvez passer outre ces 2 soucis, par contre, elle est vraiment super bien. CachyOS est l'une des dernières distributions que j'ai testées en amont de cette vidéo. Elle est basée sur Arch Linux et propose elle aussi une foultitude d'environnements de bureau, même si, là encore, celui qui est mis en avant est KDE. Elle dispose accessoirement d'une version gaming qui vous permet de transformer votre console de jeu en Steam Deck. CachyOS est stable, comme c'est une rolling release, elle dispose généralement d'un environnement et de logiciels plus récents qu'une Mageia. Elle dispose aussi de dépôts logiciels beaucoup plus grands par défaut. En revanche, CachyOS est un peu incomplète lors du premier démarrage. Certains logiciels de base d'une utilisation bureautique, comme LibreOffice, nécessitent une installation après coup. Et cette installation, elle passe là aussi par un gestionnaire de paquets. Alors, c'est un peu mieux que pour Mageia, parce que la prise en charge des Flatpak le fait presque ressembler à un véritable magasin d'applications, mais c'est quand même pas giga optimal. Enfin, le fait que les mises à jour passent par un outil de terminal achève de la rendre un peu austère pour quelqu'un qui débute. Par contre, avec un peu d'expérience, elle est vraiment sympa. Ubuntu est souvent considéré comme la distribution Linux qui a rendu Linux accessible au grand public. Pas tout à fait vrai vu que Mandriva existait avant, mais c'est vrai en revanche qu'Ubuntu a fait énormément pour apporter Linux à un public plus large. Si elle est moins plébiscitée aujourd'hui, c'est toujours sur elle que sont basés un grand nombre de distributions grand public, notamment ZorinOS ou encore PopOS dont on a parlé plus tôt. C'est une distribution qui utilise l'environnement de bureau GNOME, mais elle propose aussi un certain nombre de variantes disposant d'une indépendance relative, comme Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu Mate ou encore Ubuntu Cinnamon. Ubuntu est une distribution très stable et très complète. Elle est super facile à prendre en main et à utiliser au quotidien, et c'est logiquement que beaucoup de gens découvrent Linux par son biais encore aujourd'hui.
Tous les logiciels se trouvent via un App Store, elle dispose d'une Logitech assez complète qui mélange des paquets système et des snaps, son propre format d'application conteneurisée, et c'est son premier défaut. Déjà parce qu'elle repose quand même beaucoup sur les snaps, or les snaps sont moins stables que les Flatpak, qui sont eux-mêmes moins stables que les paquets système. Donc les chances de télécharger une application et d'avoir des bugs sont plus importantes. Et puis ensuite, il y a le fait que les snaps sont partiellement propriétaires. Le Snap Store notamment est propriétaire et vous devez donc faire entièrement confiance à l'entreprise Canonical pour ne pas faire n'importe quoi. Or, Canonical a un historique de collecte de données personnelles, de travailler main dans la main avec les GAFAM, et plus récemment s'est laissé embarquer dans la fièvre de l'IA générative. Du coup, je suis un peu sceptique sur sa capacité à vraiment assurer une distribution libre et respectueuse de la vie privée de ses usagers sur le long terme. Ça reste malgré tout l'une des meilleures options aujourd'hui. Donc oui, quand je parlais du fait qu'il y avait une exception concernant les distributions Linux faites pour le jeu vidéo, c'était celle-là. GLFOS est une distribution Linux assez récente et optimisée pour le jeu vidéo à la base, mais qui dispose aussi d'une version studio pour le montage vidéo, et peut s'utiliser dans l'absolu pour de la bureautique. Si je parle d'elle et la place aussi haut, ça peut surprendre, mais c'est pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que c'est une distribution française et francophone, et que ça veut dire que vous avez accès à une aide entièrement en français si vous avez un problème. Cette aide peut s'obtenir soit par Discord pour le public général, soit par Matrix pour le public un peu plus averti, et je ne saurais que trop vous recommander de rejoindre leur espace Matrix, qui est de loin l'un des espaces francophones les plus actifs de la fédération. GLFOS a le défaut d'être un petit peu blotté. Comme c'est pensé pour le jeu vidéo et le studio, elle intègre les outils les plus plébiscités en la matière, et ce, même s'ils ne sont pas libres, notamment Discord pour la communication et DaVinci Resolve pour le montage. Et accessoirement, sans connaissance préalable, vous ne pouvez pas désinstaller les logiciels installés par défaut. Ce qui en soi est bien pour éviter de péter son système, mais perso, je préfère dégager Discord et DaVinci que je n'utilise pas, au profit d'alternatives libres. Autre petit défaut, mais je constate que je suis quasi la seule à l'avoir rencontré, j'ai pu avoir des plantages intempestifs sur mon ordinateur portable quand je l'utilisais. Ça peut être relou, mais il est assez probable que ce soit spécifique à mon PC. Pour le reste, GLFOS est une distribution ultra complète par défaut, d'aucuns diront trop, mais du coup il manque rien, et pensée pour être super facile à prendre en main pour les débutants. Elle ne manque d'aucun composant, elle dispose de mises à jour régulières, et surtout c'est intégralement automatisé. Tout est fait en arrière-plan, et dans le même temps c'est super facile de downgrade une application, voire le système complet pour revenir à une version précédente si vous rencontrez un souci, même si personnellement je n'en ai rencontré aucun. Le téléchargement d'applications repose intégralement sur les Flatpak en revanche, et les Flatpak c'est moins stable que les paquets système. C'est ça et mon souci de plantage intempestif qui m'empêche de la mettre sur le podium, mais elle reste l'une des meilleures options disponibles actuellement pour un usager francophone. On rentre maintenant sur le podium, et là, vous pourriez être un peu surpris. Pour être tout à fait honnête, je suis la première surprise de placer Elementary OS aussi haut. Mais pour l'avoir utilisé pendant pas mal de temps, malgré les petits reproches que j'ai à lui faire, ça reste une distribution très agréable à utiliser. C'est une distribution qui a déjà l'avantage d'être super facile à prendre en main. Création du compte utilisateur après l'installation et pas avant, super pour le mettre sur le PC d'un débutant, mise à jour graphique et automatisable dès le départ, accès au compte en ligne pour synchroniser avec votre cloud si vous en avez un, c'est une base Ubuntu donc c'est super stable, et vous avez un App Store nickel pour télécharger les applications. Le bureau Panthéon est assez similaire à celui d'un macOS, il est relativement simple à utiliser, sans fioritures, j'ai pu rencontrer quelques petits bugs dessus, mais rien de rébarbatif. Elle a toutefois deux petits défauts, déjà comme GLFOS, elle repose uniquement sur les Flatpak, sauf que, contrairement à un GLFOS, elle repose sur un environnement de bureau qui n'a pas d'extension. Donc pas possible par exemple d'installer facilement un truc comme KDE Connect pour synchroniser PC et téléphone portable. Ce sont ces petites bizarreries ergonomiques qui m'empêchent de la mettre plus haut, même si elle est très agréable à utiliser en dehors de ça. Je m'en suis servi pendant plusieurs mois sans rencontrer de soucis majeurs. Et
oui, Linux Mint est seulement top 2. Linux Mint, c'est la distribution Linux que quasi tout le monde recommande pour débuter sur Linux. Et c'est l'une des plus utilisées d'une manière générale. Profitant d'un développement communautaire, elle se veut clé en main, complète, facile d'utilisation et facile à maintenir. Et c'est plutôt vrai, en dehors d'un bug avec LibreOffice que j'ai rencontré lors du premier démarrage et que j'ai vite réglé, c'est effectivement l'un des seuls systèmes sur lesquels mon utilisation s'est faite tellement sans la moindre encombre que j'avais vraiment pas du tout envie de changer pour essayer autre chose la dernière fois que j'étais dessus. C'est donc une distribution super stable, super fiable, simple à installer, à configurer et à maintenir. Elle dispose d'une grosse communauté d'entraide francophone comme anglophone et d'une Logitech super exhaustive avec tout ce dont vous avez besoin et qui est compatible avec Linux. Elle repose certes beaucoup sur les Flatpak, mais vous avez aussi des paquets système, et contrairement à Zorin, ce sont des paquets système un peu plus récents, vu qu'elle est aussi basée sur Ubuntu, mais suit le cycle de mise à jour d'Ubuntu de plus près que Zorin. Donc les logiciels auront rarement plus de 2 ans d'ancienneté maximum, contrairement à Zorin où ça peut aller jusqu'à 4 ans. Honnêtement, au vu de toutes ces qualités, je comprends parfaitement que Linux Mint soit largement recommandé comme la meilleure. Et effectivement, pour moi, ça fait partie des distributions sur lesquelles vous pouvez y aller quasiment les yeux fermés aujourd'hui. Il y a toutefois une raison pour laquelle elle n'est pas première, c'est la mise à niveau. En effet, la mise à niveau de Linux Mint ne passe pas par une notification système, elle se fait manuellement, mais surtout, vous devez installer vous-même l'installateur de la mise à niveau. Et tous les tutos sur internet pour le faire vous recommandent de passer par un terminal. C'est assez étonnant d'avoir un tel archaïsme sur une distribution aussi avancée dans tous les autres domaines, mais c'est vraiment le seul défaut que j'ai à lui reprocher, et pour le reste, elle est nickel. Mais du coup, elle n'est pas top 1. Alors quel est le top 1, si ce n'est ni Zorin, ni Ubuntu, ni Linux Mint, vu que c'est les 3 qu'on cite le plus souvent? Si vous suivez ma chaîne, vous devez déjà avoir deviné. Et oui, parce que la distribution que je recommande le plus, les yeux fermés, que je considère comme le meilleur compromis entre gestion communautaire, indépendance, accessibilité, stabilité et modernité, c'est probablement aussi l'une des distributions Linux les plus sous-estimées de l'écosystème GNU Linux. Solus est une distribution indépendante en rolling release et qui utilise principalement l'environnement de bureau Budgie, mais propose aussi des versions KDE, GNOME et XFCE. Et vraiment, je la trouve quasi parfaite. Déjà, elle a quasi tous les avantages de Mint. Toutes les mises à jour se font graphiquement et vous pouvez les automatiser, même si par défaut elles sont manuelles. Elle est super stable, je l'ai utilisée pendant des mois sur 2 appareils différents et 3 versions différentes sans rencontrer le moindre souci. Elle est ultra complète par défaut, la Logitech est très vaste et tous les utilitaires de base sont là et fonctionnent parfaitement. Le téléchargement d'applications passe par un App Store et la Logitech se base principalement sur des paquets système maintenus par la communauté Solus, ce qui est un énorme plus parce que ça veut dire des logiciels en moyenne plus stables et donc moins de bugs. Les dépôts sont très complets, plus complets même que certaines grosses distributions comme Fedora, et les Flatpak compensent très bien ce qui manque. Et dans le même temps, elle a aussi tous les avantages de toutes les rolling release, à savoir que tout est super à jour et super moderne. Vous aurez toujours la dernière version de chaque environnement de bureau, la dernière version de chaque logiciel. Et ça veut aussi dire que les bugs sont corrigés très vite. Donc c'est une rolling release, mais en même temps elle est super stable et elle est super facile à maintenir sans problème. Alors je précise d'ailleurs que la vidéo que j'ai faite dessus il y a longtemps est complètement obsolète aujourd'hui, et que par ailleurs les quelques défauts que j'y avais listés ont été réglés. Je referai bientôt une vidéo sur Solus pour actualiser mon avis dessus du coup. Les 2 seuls défauts qui lui restent, c'est l'absence d'un écran de bienvenue, à part sur sa version KDE, et d'ailleurs je recommande largement la version KDE, même pour les néophytes, et d'autre part, l'alternance mode sombre, mode clair est pas 100% suivie, mais reste quand même correctement prise en charge, à savoir que ça ne casse plus aucun logiciel. De toutes les distributions Linux que j'ai pu tester ces dernières années, c'est la seule qui n'a aucun défaut rébarbatif. Et pour toutes ces raisons, c'est Solus qui est ma recommandation numéro 1 pour les débutants et pour le grand public. Bon, je ne doute pas que pour plein de gens, ce classement est claqué au sol, d'autant plus que les tests de distribution que j'ai faits, même s'ils ont été assez exhaustifs, ils se sont faits à différents moments dans le temps, donc les problèmes dont j'ai parlé peuvent avoir été réglés dans le laps de temps. Et c'est pour cette raison que je vais essayer de réactualiser de temps en temps ce top 10 en retestant les distributions concernées. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine!